Bonjour, nous allons maintenant nous intéresser à une question importante, c'est la construction d'un repère orthonormé. Alors si on prend un espace euclidien quelconque, on a des points, mais ces points n'ont rien de particulier, donc on peut prendre en fait deux points quelconques au départ, et la question c'est à partir de ces deux points, est-ce que je peux construire un repère qui a un sens par rapport à ces deux points, c'est-à-dire qui est un repère orthonormé. Donc je dois obtenir des axes. Alors ici on est sur le plan, on est sur le plan euclidien, mais on peut faire la même chose on pourra faire la même chose dans l'espace. Mais si je prends donc deux points dans le plan, est-ce que je peux construire deux axes perpendiculaires entre eux qui ont la même unité de longueur? Et en plus, il faudrait bien sûr, là se pose la question, est-ce qu'on a donné un mètre étalon? Est-ce qu'on sait ce qu'est la distance? Ou est-ce qu'on sait simplement qu'il en existe une? Si on sait ce qu'est la distance, on pourra toujours prendre spécifiquement deux points qui sont à une distance 1 l'un de l'autre. Et puis si on ne sait pas ce qu'est la distance, mais on sait simplement qu'elle existe, mais on prend deux points quelconques et on décrétera donc que la distance entre ces deux points vaut 1. Tout ce qu'on va dire donc va être construit simplement à partir des deux points, et même la notion de distance sera construite à partir d'eux. Première question. J'ai mes deux points. On va considérer que celui-ci c'est le départ et celui-ci c'est l'arrivée, ce qui donne déjà une sorte d'orientation. Est-ce que je peux tracer une droite qui passe par ces deux points? Alors oui, avec ces deux points, on peut construire, disons, une règle que l'on pourrait plaquer sur ces deux points, ça nous ferait une règle de longueur 1. Et puis on pourrait tracer ce segment. Puis ensuite on décale un peu notre règle pour se mettre à 1,5, on peut continuer le segment, on se replace, on continue, etc. etc. Et de proche en proche, de chaque côté, de tous les côtés, on pourrait faire la même chose et obtenir ainsi une droite qui passe par les deux points. Cette droite, ensuite, on va pouvoir la découper en morceaux d'une unité de longueur, simplement en reportant notre règle. Alors notre règle, elle agit comme si on avait un compas de longueur 1, donc pas trop de difficultés. On obtient donc ainsi un axe qui a une orientation, puisqu'on dit ça c'est le premier, ça c'est le point, ça c'est le deuxième. Il y a donc une orientation sur cet axe, et on arrive à le diviser en parties entières, en morceaux, qui ont tous une unité de longueur. Donc on arrive à obtenir tous les nombres entiers sur cet axe. Maintenant, il faudrait diviser cet axe en plusieurs morceaux peut-être, mais ça on le verra après. Parce qu'il y a encore une question, c'est est-ce qu'on arrive à faire du parallélisme? Alors oui, on arrivera, mais pour ça il nous faut la notion de perpendiculaire. Puis notez bien, donc tout ça dépend des deux points que j'ai choisis au départ. Voilà, pas de souci. Alors, pour construire une perpendiculaire à nos deux points, maintenant qu'on sait tracer une droite qui passe par eux et on sait la couper en morceaux entiers, on part de nos deux points, on peut faire la chose suivante, on peut essayer de construire tout un réseau, en fait, de cercles concentriques sur chacun des points qu'on obtient, puis là où ils s'intersectent, on met un point, puis on construira le cercle autour, etc. etc. Donc, en faisant ça, on obtient ici une sorte de découpage en triangles équilatéraux. Et ces triangles équilatéraux, ils ont une propriété, c'est que leurs axes de symétrie sont perpendiculaires aux côtés. Donc par exemple, le segment entre ces deux points est perpendiculaire au segment ici entre ces deux points. Donc comme ça, puisqu'on arrive à tout construire, et puisqu'on a des règles maintenant de longueur quelconque, puisqu'on est capable de tracer des droites entre deux points, eh bien, on peut sans problème tracer ces deux perpendiculaires. Voilà, alors ça c'est une méthode, mais c'est une méthode qui n'est pas très pratique. Il y en a, enfin, c'en est une, mais il y en a une autre qui est mieux, d'accord. Il y en a une autre qui est un peu meilleure à mon avis, mais ça c'est une question de goût et de couleur. C'est d'utiliser le triangle des jardiniers, ou le triangle, la corde à 13 nœuds. Elle s'appelle corde à 13 nœuds si elle est ouverte. Là je vais la fermer, donc elle n'aura plus que 12 nœuds.
Tout ce qu'il compte, c'est qu'elle ait exactement 12 intervalles de même longueur. Je vais prendre ces intervalles égaux à ça. Voilà. Et donc, on peut la construire comme ceci. Hein. On veut donc une corde à 12 nœuds. Donc, on prend notre droite passant par les deux points. On trace ici. On fait deux cordes parallèles de même longueur. On les joint au bout. Voilà. Et maintenant, on fait en sorte qu'elle soit très bien tendue. Ici, on veut 4 intervalles. On la rend très bien tendue et on veut qu'il y ait un côté de longueur 3 et un côté de longueur 5. Donc on obtient ici, hein, entre ces deux points-là que j'ai bien tendus pour faire un côté de longueur 4. Ici, j'ai tiré sur la corde de façon à avoir de ce côté un côté de longueur 3 et de ce côté un côté de longueur 5. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que 4 au carré plus 3 au carré, ça fait 5 au carré. Donc ceci est un triangle rectangle. Et donc on a un angle droit ici. Voilà, c'est une façon de construire un angle droit. On aurait pu le construire là-bas, en dessous, là aussi. Voilà, donc on arrive à construire des angles droits un peu partout. Bien sûr, ça ne dépend que de nos deux points d'origine. Hein. On peut, quels que soient les deux points, on peut toujours construire un triangle rectangle sur ces deux points. Et donc on est capable de tracer des axes perpendiculaires. Alors maintenant qu'on a nos axes perpendiculaires, voici, la question se pose, bon ben maintenant j'ai ici par exemple, ici, entre ce point et celui-ci, j'ai une longueur 5. Est-ce que par exemple je peux la couper, la diviser par 3? Sans problème, pour ça il faut juste choisir une autre droite quelconque. Hein, je la divise, je reporte 3 dessus, je trace la droite qui joint ces deux points, et ensuite on construit la parallèle à cette droite, passant par ce point, et on a divisé notre longueur 5 par 3. Donc ici, entre ces deux points, on obtient 5 tiers. Pour tracer la parallèle, on pourrait se dire, est-ce que c'est possible? Sans problème. La seule chose dont il faut se souvenir, c'est que pour obtenir la parallèle, on peut prendre la perpendiculaire de la perpendiculaire. Voilà. Donc double perpendiculaire, ça permet de construire des parallèles, et ça, les perpendiculaires, on sait faire. Donc maintenant, on a notre repère. On obtient donc le moyen d'obtenir un repère qui contient deux axes orthogonaux, normés parce qu'ils ont la même unité, et on est capable aussi de mesurer sur ces axes toutes les longueurs rationnelles. Alors, par passage à la limite, ça nous permet aussi de mesurer toutes les longueurs réelles, hein, donc par approximation successive. On approxime tous les nombres réels par des nombres rationnels, ça fonctionne. Mais ce n'est c'est une approximation, mais c'est une approximation correcte, c'est comme ça qu'on peut procéder sans difficulté. Alors maintenant, avec ces longueurs, on peut faire un tout petit peu d'arithmétique. Par exemple, alors je prends mes deux points de départ et j'ai 1,3 et 0,7 qui sont tous exprimés dans cette unité-là, ceci vaut 1. Donc 1,3 et 0,7, et j'aimerais construire la somme de ces deux longueurs. Bon, c'est pas très difficile, on reporte le premier cercle, le centré ici est longueur A, ici un cercle centré de ce centre est de longueur B, et on fait attention à prendre les bonnes intersections, les intersections du bon côté, et comme ça on est capable de faire des additions et même des soustractions, hein, sans problème. Voilà, 2,1 moins 2, plus moins 2,6, ça nous fait moins 0,5. Voilà, donc on sait construire une somme, même une somme signée. Alors maintenant qu'on sait construire une somme signée, on peut oublier le signe un moment, on n'a qu'à le rajouter à la fin, hein, de façon usuelle. On va s'intéresser maintenant à faire d'autres opérations. On sait donc faire les additions et les soustractions. Qu'en est-il des multiplications et des divisions? En fait, si je donne trois nombres, et que ceci vaut 1, est-ce qu'on est capable de construire
le nombre x, tel que x sur a, c'est c sur b. Alors, oui, sans difficulté, on utilise le théorème de Thalès. Ici, à partir de ce point, on trace un cercle de longueur A, un cercle de longueur B, de rayon B. On obtient ainsi sur l'axe 2 points. On prend la perpendiculaire ici et on trace le segment de longueur C, perpendiculaire, et le perpendiculaire ici, intersection avec cette droite-là, le segment ici, c'est X. Alors, pour ces nombres-là, A égale 1,5, B égale 2, C égale 4, on a X sur 1,5 égale 4 sur 2, donc X égale 1,5 fois 2, ce qui nous fait bien 3. Ça marche, quelles que soient les données qu'on prend. Hein. Donc si on prend par exemple B égale 1, si on prend en général B égale 1, on est capable de faire le produit de A et de C. Hein. Le résultat sera toujours le produit de A et de C. Et puis si on prend par exemple C égale 1, dans ce cas on est capable de faire la division de A par B. Voilà, puis de façon générale, on sait faire donc multiplication et division. Donc on sait faire les quatre opérations élémentaires. Alors il y en a encore quelques autres. On peut voir des choses qui sont assez faciles à construire et qui sont amusantes pour une fois. Prenons ceci. Donc j'ai deux longueurs, A et B. Voilà. Et à partir de ces longueurs-là, je peux les mettre bout à bout. Hein. Donc ici, on obtient un segment de longueur A plus B. On peut tracer le cercle dont c'est le diamètre. Ensuite, ici, le rayon de ce cercle, là je vois le rayon ici, c'est ce qu'on appelle la moyenne arithmétique, c'est-à-dire la moyenne entre A et B. Ici, en orange, si on fait le calcul, on a la moyenne quadratique, la racine de a carré plus b carré sur 2. Alors pourquoi? Parce que ici on peut calculer c'est a moins b sur 2, ici c'est a plus b sur 2, on applique le théorème de Pythagore et on obtient ce résultat. Ici en rose, on a ce qu'on appelle la moyenne géométrique. Cette moyenne géométrique, en fait, c'est la racine carrée de a fois b. Du coup, on est aussi capable de construire tous les racines carrées de nombres. Hein, donc les racines carrées font partie des nombres constructibles. Donc voici ici la moyenne géométrique. Alors pourquoi est-ce qu'elle est ici? Qu'est-ce qu'elle fait là? Pas trop difficile, en fait, on peut appliquer ça. On peut faire ça de différentes façons. On peut le faire par triangle semblable ou par le théorème d'Euclide, d'accord, qui est une des façons de démontrer le théorème de Pythagore. Pas extrêmement dur. Bon, on peut le faire de façon simple. Alors prenons par exemple, le carré de ceci. Le carré de ceci, c'est égal à ça au carré, mais ça au carré c'est le rayon. Donc c'est a plus b sur 2 au carré, et ça c'est a moins b sur 2 au carré. Donc mg au carré, c'est a plus b sur 2 au carré, moins a moins b sur 2 au carré. Et quand on développe tout ça, il nous reste juste a fois b. Mais ça c'est le carré de mg, donc on en prend la racine et on trouve racine de ab. Voilà, donc ça c'est la moyenne géométrique. Et un quatrième nombre qu'on peut connaître ici, c'est la moyenne harmonique qui est ici. Alors la moyenne harmonique, c'est ce segment-là, donc on trace à partir de ce point le rayon jusqu'au centre et on s'arrête en fait au point du cercle dont le diamètre est mg. Donc en faisant ça, on obtient la moyenne harmonique qui a la propriété que son inverse, c'est la moyenne des inverses de A et B. Voilà, donc on peut encore travailler ça différemment. On peut réécrire que la moyenne harmonique, c'est 2AB sur A plus B, par exemple. Donc c'est quelque chose qui figure ici, qui est assez amusant.
On peut voir, alors comment ça se démontre en fait? Il faut prendre ce triangle rectangle là, d'accord, et le triangle rectangle ici. Puis on obtient que MG divisé par MH doit être égal à MG doit être égal à MA divisé par MG. MA c'est le rayon qui est ici. Donc on fait le rapport entre les deux, puis on trouve l'expression de MH sans problème. Et en passant, donc, on vous remarque que la plus grande moyenne, c'est forcément la moyenne quadratique. Le segment devra toujours être plus grand ici, est plus grande que la moyenne arithmétique, qui elle-même doit être obligatoirement plus grande que la moyenne géométrique, qui elle-même doit être obligatoirement plus grande que la moyenne harmonique. Donc on a ces inégalités entre ces quatre moyennes, et puis l'égalité n'est réalisée que dans un seul cas, c'est quand A et B sont égaux. Là, tous les segments sont confondus. C'est le seul moyen pour qu'il y ait ne serait-ce qu'une seule égalité. Dès qu'il y a une égalité, il y a égalité partout. Voilà, donc nous avons réussi à construire des droites perpendiculaires, à mesurer des nombres rationnels dessus, et même des nombres quadratiques. Donc on sait faire plein de choses. Mais on pourrait juste se demander en fait quels sont les nombres vraiment que l'on peut construire avec la géométrie euclidienne, et la réponse c'est vraiment les nombres quadratiques, c'est-à-dire les nombres qu'on peut obtenir à partir de l'application de l'addition des fractions, de l'addition, de la soustraction, de la multiplication, la division et la racine carrée. Voilà, ce qui est stable pour tout ça, c'est en fait tous les nombres que l'on peut construire en un nombre fini d'étapes avec de la géométrie euclidienne. Et il n'y a rien d'autre. Donc pour obtenir les nombres réels, il faut véritablement faire un passage à la limite, c'est-à-dire procéder par approximation successive d'un nombre réel et en fait aller à la limite comme ceci. Ça signifie entre autres que toute la géométrie vectorielle aurait pu être faite sur le corps des nombres quadratiques plutôt que sur le corps des nombres réels. Mais bon, on préfère travailler sur le corps des nombres réels parce qu'il a des meilleures propriétés. Et puis, il va très bien comme ça. Voilà. Vous avez là de quoi nourrir l'esprit, hein. Nourrir aussi quelque chose d'assez fondamental qui est comment les physiciens procèdent pour construire un repère de façon abstraite. S'il faut penser à tout ça, ceci n'est pas anodin, hein. Le fait de pouvoir construire un repère, c'est quelque chose qui est extrêmement important en relativité. Quand on n'a rien, quand on imagine le vide de la relativité, c'est-à-dire il n'y a vraiment rien du tout, on prend deux points et on construit nos repères de la façon dont on a procédé ici. Et c'est absolument nécessaire, sans ça, de pouvoir faire cette construction. Sans ça, on ne peut pas vraiment dire qu'est-ce que c'est que de référentiel en inertie l'un par rapport à l'autre, etc., etc. Donc, je veux dire, ces considérations ne sont pas du n'importe quoi. Elles sont importantes. Maintenant, pour ce qui nous concerne, ça sera quelque chose maintenant qu'on va prendre pour acquis. Tout ce qui nous intéresse maintenant, c'est de dire, on sait qu'on est capable de construire un repère orthonormé. Très bien. Voilà, une très bonne journée, à tout bientôt.